Le vent salé de la Méditerranée fouettait le visage de Manon comme une gifle vengeresse. Elle serrait dans sa main un dossier jauni, les ongles enfoncés dans le cuir craquelé. Tandis que son père, assis derrière son bureau massif en acajou, la fixait d'un regard glacial, comme si elle n'était qu'une ombre importune dans la lumière tamisée de son cabinet d'avocat à Barcelone. Tu n'hériteras de rien, Manon. Ta mère t'a tout laissé à elle. Mais moi, je protège ce qui est mien et ce qui est à ta belle-mère maintenant. Ces mots la traversèrent comme une lame. Et sans un battement de cils, Manon balaya d'un geste rageur les statuettes en porcelaine qui ornaient l'étagère derrière lui, les faisant voler en éclats sur le sol de marbre froid. Le bruit résonna dans la pièce comme un cri étouffé. Et pour la première fois depuis la mort de sa mère, 3 ans plus tôt, elle sentit le poids de l'héritage non pas en euros, mais en silences accumulés, en lettres non envoyées, en nuit passée à contempler les vagues de la Costa Brava depuis la villa familiale de Sitges. Manon avait 28 ans. Une silhouette élancée forgée par des années de danse contemporaine à l'école des Beaux-Arts de Paris, avant qu'elle ne fuit la capitale pour cette Espagne ensoleillée qui avait été le refuge de ses parents. Ses cheveux châtains, mi-longs et ondulés, encadraient un visage aux traits fins. Hérité de sa mère Élise, ses yeux noisettes qui semblaient toujours porter un secret. Une mélancolie douce amère. Elle était revenue à Sitges pour l'enterrement et n'en était jamais repartie. Travaillant comme professeur de français dans une petite école privée. Vivant dans l'appartement exigu au-dessus de la boulangerie de la rue Major, où l'odeur du pain frais se mêlait aux souvenirs d'enfance. Son père, Henri, était l'incarnation du bourgeois français exilé, 60 ans. Cheveux grisonnants peignés en arrière. Costume 3 pièces impeccable malgré la chaleur andalouse. Et une voix qui résonnait encore avec l'accent parisien hautain de son enfance dans le 16e arrondissement. Il avait rencontré Élise lors d'un congrès d'archéologie à Madrid. En 1985, elle, conservatrice au musée Picasso. Lui, avocat fiscaliste ambitieux. Leur mariage avait été une union de convenance. Un tableau idyllique pour le monde extérieur, vacances en Provence. Dîner chez des amis catalans. Et Manon, l'enfant unique, élevé dans le culte de l'art et de la mer. Mais Élise était morte d'un cancer fulgurant, emportant avec elle des valises de mystère, laissant Henri se remarier 6 mois plus tard avec une veuve quelconque, Carmen, qui avait transformé la villa en un sanctuaire de tapisseries criardes et de parfums bon marché. La poursuite pour l'héritage avait commencé par un coup de fil anodin de l'avocat de la famille. Un certain Sonor Ruiz, qui avait évoqué des clauses testamentaires ambiguës. Manon, endettée par ses études inachevées et un loyer qui grignotait son maigre salaire, avait vu là une bouée de sauvetage, la villa, les comptes en banque, les bijoux d'Élise, tout ce qui pourrait lui offrir une vie décente, loin de la précarité qui la rongeait. Mais Henri avait riposté avec une férocité légale, arguant que le testament d'Élise était invalide en raison de pression extérieure. Pression ? Manon avait ri. Amère. En recevant la lettre recommandée. Quelle pression ? Les siennes ? Peut-être. Ses appels insistants pour qu'il vienne la voir ? Ses reproches pour son absence lors des derniers mois de sa mère ? Ce jour-là, dans le cabinet de la Rambla, sous le portrait sévère d'un ancêtre français, l'affrontement avait éclaté. Tu n'as jamais aimé maman. Avoue-le. Tu l'as laissée pourrir dans cette maison pendant que tu courais après tes clients à Madrid, avait hurlé Manon, sa voix se brisant sur le dernier mot. Henri s'était levé, le visage empourpré, et avait jeté sur la table une enveloppe scellée. Lis ça. Si tu veux la vérité. Mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Elle avait arraché l'enveloppe, les mains tremblantes,
et en avait extrait une liasse de lettres manuscrites. L'encre fanée comme des larmes séchées. Les mots d'Élise, adressés non pas à Henri, mais à une certaine E. Une initiale qui dansait comme un fantôme sur le papier jauni. Manon rentra à Sitges ce soir-là sous une pluie torrentielle, typique des automnes catalans, qui transformait les rues pavées en miroirs brisés. Elle s'enferma dans son appartement, alluma une bougie parfumée à la lavande d'un rituel hérité d'Élise et se plongea dans les lettres. Elle datait des années 90, écrite d'une plume élégante, fluide, évoquant des rendez-vous volés dans les ruelles de Barcelone, des promenades au parc Güell sous la lune, des confessions chuchotées dans des cafés enfumés du Bari gothique. Ma chère Emma, ton rire est le seul remède à cette vie qui m'étouffe. Henri ne voit que des ombres en moi, toi. Tu allumes les étoiles dans mes yeux. Emma. Le nom frappa Manon comme un éclair. Qui était cette Emma? Une amie d'enfance? Une collègue du musée? Les jours suivants s'écoulèrent dans un brouillard d'obsession. Manon fouilla les cartons poussiéreux entreposés dans le grenier de la villa Henri avait consenti. À contre-cœur. À ce qu'elle y accède sous surveillance de Carmen, qui l'espionnait comme une geôlier. Parmi les albums photos jaunis, elle trouva des clichés volés, Élise, radieuse dans une robe d'été fleurie, riant aux éclats aux côtés d'une femme aux cheveux courts au burn, aux yeux verts perçants, un foulard bleu noué négligemment autour du cou. Elle se tenait par la taille, sur la plage de Sitges, le soleil couchant peignant leur silhouette en or. Manon, enfant de 5 ans sur la photo, les observait de loin, un seau en plastique à la main, ignorant tout de ce lien invisible. Emma. Le nom revint comme un leitmotiv. Manon tapa frénétiquement sur son ordinateur portable, cherchant dans les archives du musée, sur les réseaux sociaux oubliés. Rien. Seulement des bribes, une mention dans un article de 1992 sur une exposition Picasso. Emma Laurent. Assistante conservatrice. Collaboratrice proche d'Élise Moreau. Laurent. Un nom français. Comme le sien. Manon sentit un frisson la parcourir, était-ce possible que cette femme soit encore en vie? Tapie quelque part dans l'ombre de l'Espagne? Le conflit avec Henri s'intensifia. Lors d'une audience préliminaire au tribunal de Barcelone, il déclara. La voix posée mais les yeux fuyants, votre mère était instable? Influencée par des relations toxiques. Cet héritage n'est pas pour une fille qui ne respecte rien. Manon, debout dans son tailleur noir trop grand, sentit la rage monter comme une marée. Toxique? Parle-moi d'Emma. Papa. Parle-moi de la femme que maman aimait vraiment. Le silence qui suivit fut assourdissant, le juge tout sauta. Et Henri blêmit, murmurant à son avocat quelque chose d'inaudible. La salle bruissa de murmures. Et Manon sortit. Le cœur battant. Sous un ciel plombé. Ce soir-là. Seule sur la plage déserte de Sitges. Les vagues léchant ses pieds nus. Manon pleura pour la première fois depuis l'enterrement. Les lettres d'Élise dans sa poche, froissées par le sel, lui brûlaient la peau. Je t'aime d'un amour qui transcende les chaînes du mariage. Emma. Pardonne-moi de ne pouvoir te donner que des fragments de moi. Fragments. C'était tout ce qu'il restait, des fragments d'une vie cachée. D'un amour interdit dans une époque où l'Espagne post-franquiste osait à peine murmurer les mots « lesbienne ». Manon, qui avait elle-même effleuré des amours fugaces avec des femmes à Paris, une chorégraphe nommée Sophia. Une libraire aux lèvres pulpeuses se sentit soudain liée à sa mère par un fil invisible. Un héritage non pas matériel, mais émotionnel. Un appel à briser les silences. Le lendemain, mue par une impulsion irrationnelle,
Elle prit le train pour Madrid. Les lettres mentionnaient un atelier d'art dans le quartier de Malazana. Un lieu bohème où Élise et Emma avaient exposé des esquisses inspirées de Picasso. Le train filait à travers les paysages arides de Castille. Et Manon, le front contre la vitre froide, imaginait sa mère, Élise, avec ses cheveux châtains relevés en chignon lâche. Sa robe vaporeuse flottant au vent, marchant main dans la main avec Emma sous les arcades du Palacio Real. Était-ce de la trahison? Ou une libération? Henri avait-il su? Avait-il fermé les yeux? Ou pire, comploté pour effacer cette trace? À Madrid, l'atelier existait encore? Un rez-de-chaussée aux murs écaillés, couvert de toiles abstraites. La propriétaire, une vieille Catalane nommée Rosa, aux rides comme des canyons, leva les yeux de son chevalet. Emma? Oh! Ma chère. Elle est partie il y a des années. Après la mort d'Élise. Ça l'a brisée. Elle vit maintenant à Séville. Je crois. Tiens. Voilà son adresse. Un bout de papier jauni. Une rue anonyme du Triana. Manon sentit son pouce accélérer, le voyage continuait. Vers un passé qui refusait de mourir. Séville l'accueillit sous un soleil impitoyable. Le Guadalquivir paraissait miroitant comme un serpent d'argent. Manon descendit du train. Sac à dos sur l'épaule. Le cœur serré dans un étau d'appréhension et d'excitation. La ville était un labyrinthe de patios fleuris. De guitares flamencas s'échappant des tabancos. Un écrin andalou où les secrets se murmuraient au rythme des castagnettes. Elle trouva l'adresse indiquée par Rosa, un appartement modeste au-dessus d'une boutique de céramique. Dans le dédale du Triana, où l'odeur d'azuléjo frais se mêlait à celle des orangers en fleurs. Elle hésita devant la porte, la main suspendue au-dessus du heurtoir en forme de lion. Et si Emma la repoussait? Et si elle niait tout? Les lettres d'Élise, glissées dans sa poche comme un talisman, semblaient palpiter contre sa poitrine. Frappe. Ma fille, murmura-t-elle pour elle-même, imaginant la voix douce de sa mère. Le bois craqua sous ses doigts. Et des palans se firent entendre de l'autre côté. La porte s'ouvrit sur une femme d'une cinquantaine d'années. Les cheveux courts striés d'argent. Un pinceau taché de bleu entre les doigts. Emma Laurent. Ses yeux verts, vifs malgré les cernes de fatigue, se posèrent sur Manon avec une curiosité polie. Elle portait une chemise en lin ample, maculée de peinture, et un pantalon large qui accentuait sa silhouette élancée. Presque androgyne. Oui. Puis-je vous aider? Sa voix était un mélange de français chantant et d'espagnol roulant. Avec cette intonation provençale qui trahissait ses origines marseillaises. Manon déglutit. Les mots se bousculant dans sa gorge. Je m'appelle Manon Moreau. Fille d'Élise. Le pinceau tomba au sol avec un claquement sec. Et le visage d'Emma se décomposa. Comme si un voile invisible s'était déchiré. Élise. Mon Dieu. Elle recula d'un pas. Invitant Manon d'un geste tremblant. L'intérieur était un chaos organisé, toiles inachevées adossées aux murs blanchis à la chaux. Des flacons d'huiles essentielles alignés sur une étagère. Et au centre, un portrait à demi fini d'une femme au très familier Élise. Les yeux rieurs. Un sourire espiègle aux lèvres. Elles s'assirent sur un canapé usé. Face à face. Une théière fumante entre elles comme une barrière fragile. Emma versa le liquide ambré dans des tasses ébréchées. Ses mains fines marquées par les ans et les coups de brosse. Tu lui ressembles tant. Murmura-t-elle enfin. Les yeux embués. Ses yeux. Cette fossette au menton quand tu souris nerveusement. Manon sentit une chaleur monter à ses joues,
Personne ne lui avait jamais dit cela avec une telle tendresse. Comme si elle était une extension vivante de l'aimé disparu. Les mots jaillirent alors. Un torrent contenu depuis des décennies. Emma raconta leur rencontre, 1987. Au musée Picasso. Lors d'une restauration nocturne. Élise, mariée depuis 2 ans à Henri, avait glissé sur le sol ciré, Emma l'avait rattrapée. Leurs mains se frôlant plus longtemps que nécessaire. C'était comme un tableau de Matisse qui prend vie, des couleurs vives. Des courbes inattendues. Elle s'était revue en secret. D'abord pour des réunions professionnelles. Puis pour des escapades à la Casa Mila. Gaudí semblait avoir sculpté leur désir dans la pierre. Emma. Célibataire farouche. Fille d'un pêcheur marseillais. Avait fui la France pour l'Espagne après un scandale familial, une lettre interceptée. Un père furieux. Élise. Piégée dans un mariage de façade. Trouvait en elle un havre. Un amour pur. Sans les chaînes sociales qui l'entravaient. Mais Henri savait-il, demanda Manon. La voix rauque. Emma baissa les yeux. Remuant son thé. Il soupçonnait. Il nous a surpris une fois. En 1992. Dans le grenier de votre villa. Élise rentrait tard d'une exposition, il la suivit. Il n'a rien dit. Ce soir-là. Juste un regard. Froid comme la Sierra Nevada. Manon serra les poings, la trahison de son père prenait une nouvelle dimension. Non pas seulement financière, mais émotionnelle. Un silence complice qui avait empoisonné l'air de leur foyer. Les heures s'étirèrent en confession. Emma montra des carnets de croquis, Élise nue sous un olivier. Son corps pâle illuminé par la lune, des sonnets griffonnés sur des serviettes de café. Évoquant l'odeur de jasmin sur ta peau. Plus enivrante que le champagne de Reims. Manon toucha du bout des doigts ses reliques. Sentant les larmes couler. Pourquoi n'as-tu pas lutté pour elle? Après sa mort? Pourquoi t'es-tu effacée? Emma soupira. Un son profond. Chargé de regret. Parce que je respectais son choix. Elle voulait te protéger. Manon. Ma fille doit grandir sans le poids de mes ombres, disait-elle. Et puis. Henri. Il a menacé de tout révéler. De salir sa mémoire. J'ai cédé. La nuit tomba sur Séville. Les lanternes du Triana jetant des ombres dansantes sur les murs. Manon et Emma marchèrent le long du fleuve. L'air chargé d'humidité et de promesses brisées. Pour la première fois. Manon parla de ses propres blessures, son coming out maladroit à Paris. Rejetée par un amant indifférent, ses nuits solitaires à contempler les étoiles depuis le toit de Sitges. Se demandant si l'amour était un mirage. Emma l'écouta. Posant une main légère sur son bras, un geste sororal. Pourtant chargé d'une intimité nouvelle. L'amour n'est pas un mirage? Ma chérie. C'est une tempête qui te traverse. Te laisse changer. Ta mère l'a su, et toi? Tu le sauras. Le retour à Sitges fut un tourbillon. Manon. Galvanisée. Confronta à nouveau Henri lors d'un dîner forcé à la villa. Carmen. Avec son rouge à lèvres écarlates et ses boucles d'oreilles clinquantes. Servait des paella fades sous les lustres en cristal. Papa. J'ai vu Emma. Je sais tout. Henri posa sa fourchette. Le cliquetis résonnant comme un glas. Et alors? C'était une folie de jeunesse. Ta mère était confuse. Malade d'esprit. Manon se leva. Renversant son verre de rioja rouge comme du sang sur la nappe blanche. Malade? Elle était vivante. Papa. Vivante avec Emma. Pas avec toi. Tu as volé son héritage?
Son amour. Et maintenant tu veux me le voler à moi? Le scandale éclata le lendemain dans la presse locale, héritage familial à Sitges, fille contre père dans un drame d'amour caché. Les tabloïds catalans, friands de ragots, déformèrent l'histoire en un soap-opéra, adultère, secret lesbien, trahison patrimoniale. Manon devint une célébrité locale, assaillie par des journalistes aux abords de son école. Henri, furieux, intensifia la bataille légale, produisant des faux documents pour discréditer Élise. Mais Manon avait un atout, les lettres, authentifiées par un expert graphologue de Barcelone, prouvant non seulement l'amour d'Élise, mais aussi des donations occultes à Emma, des bijoux, des tableaux, que Henri avait confisqués. Au milieu de ce chaos, Emma arriva à Sitges, invitée par Manon pour un témoignage. Elles se promenèrent sur la plage où les photos d'enfance avaient été prises, les vagues murmurant comme des confidences. Emma, plus détendue dans un chapeau de paille et une robe fluide, parla de l'après, les années de deuil, les expositions solitaires à Séville, les nuits où elle relisait les lettres d'Élise comme un chapelet. Je n'ai jamais aimé personne d'autre, avoua-t-elle, sa voix se brisant sur une écume blanche. Manon, touchée, l'embrassa sur la joue, un geste filial qui s'attarda une seconde de trop, éveillant en elle une confusion douce, un écho d'interdit. Le chaos survint lors de l'audience finale au palais de justice de Barcelone. La salle était bondée, l'air lourd d'encens et de tension. Henri, flanqué de ses avocats, présenta ses arguments avec une éloquence glaciale. Ma cliente, Manon Moreau, est motivée par la cupidité, non par la justice. Les allégations d'une relation illicite sont diffamatoires. Puis Emma entra, escortée par Manon, son témoignage écrit à la main tremblant légèrement. J'ai aimé Élise d'un amour pur, profond. Ces lettres sont notre testament. Henri savait. Et il a choisi le silence pour son propre gain. Le juge. Une femme aux cheveux grisonnants nommée Sra. Vargas. Écouta en silence, ses lunettes perchées sur le nez. Quand elle rendit son verdict et l'héritage divisé équitablement, avec restitution des biens à Emma, un murmure parcourut la salle. Henri se décomposa. Son masque de dignité craquelant, il quitta la pièce sans un mot. Carmen sur ses talons, laissant derrière lui un sillage de défaite. Manon et Emma sortirent dans la lumière crue de la Rambla, libres pour la première fois. Et maintenant, demanda Manon, le vent jouant dans ses cheveux. Emma sourit. Un sourire teinté de tristesse et d'espoir. Maintenant, on vit. Pour Élise. Les semaines suivantes furent un baume sur les plaies encore vives. Manon investit sa part d'héritage avec prudence, un petit atelier d'art à Sitges, où elle enseignait la danse et la peinture aux enfants du quartier, fusionnant ses passions parisiennes avec l'âme catalane. La villa, partagée désormais, devint un lieu de mémoire plutôt que de rancune. Henri y résidait toujours, mais dans une aile isolée. Un fantôme poli qui hochait la tête lors des dîners sporadiques, évitant le regard de sa fille. Carmen, blessée dans son orgueil, avait fui à Valence, emportant avec elle des valises de regrets et de vaisselle fine. Emma, quant à elle, s'installa temporairement dans l'appartement de Manon, prétextant ranger les archives familiales. Mais la vérité était plus nuancée, une affinité naissante, un pont entre générations, où les rires d'Élise résonnaient encore. Elle passait les soirées sur la terrasse, face à la mer, à siroter du vermut glacé et à feuilleter les albums. « Regarde ça », disait Emma.
pointant une photo d'Élise enceinte, radieuse malgré le ventre arrondi. Elle dansait jusqu'au bout, pieds nus sur le sable. Comme toi. Manon rougissait, captivée par cette femme qui avait été l'autre moitié de sa mère forte. Vulnérable. Un mélange de feu andalou et de brume provençale. Pourtant, le conflit couvait sous la surface. Manon, hantée par les non-dits de son père, le confronta une nuit d'orage, alors que la pluie martelait les tuiles de la villa comme des accusations. Henri, assis dans son bureau aux livres reliés cuir, leva les yeux de son verre de cognac. « Qu'est-ce que tu veux encore ? Manon ? L'absolution ? » Elle s'approcha, les poings serrés. La vérité. Papa. Pourquoi as-tu laissé maman souffrir seule ? Tu l'as vue avec Emma, tu aurais pu la laisser partir. Il rit. Un son amer. Cassé. Partir ? Et toi ? Avec quoi ? Une mère lesbienne dans l'Espagne des années 90 ? J'ai protégé la famille. Notre nom. C'était mon devoir. Devoir. Le mot la frappa comme une gifle. Manon hurla, ton devoir était d'aimer. Pas de posséder. Elle sortit en trombe, courant sous la pluie vers la plage, où Emma l'attendait, emmitouflée dans un châle. Elles s'assirent sur les rochers humides, les vagues rugissant en fond sonore. Il ne changera pas, murmura Emma, passant un bras autour des épaules de Manon. Mais toi, tu peux choisir l'amour, pas la vengeance. Leur étreinte s'approfondit. Innocente au début, puis chargée d'une électricité nouvelle. Manon leva les yeux, rencontrant le regard vert d'Emma. Et pour un instant, elle vit Élise non pas comme une ombre, mais comme une flamme transmise. La romance, si c'en était une, fleurit discrètement, à l'abri des regards. Des promenades au lever du soleil le long de la promenade maritime, où Emma racontait des anecdotes sur Élise, leur premier baiser dans un ascenseur du musée. Figée entre deux étages, une fugue à Grenade. Déguisée en touriste. Dansant le flamenco jusqu'à l'aube. Manon, à son tour, confiait ses doutes, j'ai peur d'aimer comme elle. Emma. Peur que ce soit trop intense. Trop fragile. Emma hochait la tête. Compréhensive. L'amour lesbien, en ce temps-là, était une révolution silencieuse. Ta mère l'a vécu comme une œuvre d'art, belle, éphémère. Et toi, tu la perpétues. Mais la trahison frappa à nouveau, plus sournoise. Un matin, en fouillant les papiers de la villa pour une assurance, Manon découvrit une lettre d'Henri à un détective privé. Datée de 1995, surveiller Élise et Seth Laurent. Prouver l'adultère pour invalider le testament. Son sang se glaça. Henri n'avait pas seulement su, il avait comploté. Accumulant des preuves pour un divorce qui n'avait jamais eu lieu. Un chantage pour garder Élise enchaînée. Pire, une note manuscrite. Brûlée après usage. Mais le détective avait livré des photos granuleuses Élise et Emma enlacées dans un café obscur. Leurs lèvres se frôlant. Manon confronta Emma. Les photos tremblant dans sa main. Il voulait vous détruire. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Emma pâlit, s'asseyant lourdement sur une chaise paillée. Parce que Élise m'a fait jurer le silence. Protège Manon de la laideur des hommes, disait-elle. J'ai respecté ça. Même si ça me rongeait. Les larmes coulaient, chaudes, sur les joues d'Emma. Manon, déchirée, s'agenouilla devant elle.
prenant ses mains dans les siennes. Tu n'es pas seul. Maintenant. On affronte ça ensemble. Le chaos familial éclata lors d'un dîner de réconciliation forcée, orchestré par un prêtre local ami d'Henri. La table était dressée sous les oliviers du jardin, les bougies vacillant au vent marin. Henri, vieilli de 10 ans en quelques mois, leva son verre, à la paix. Mais Manon, les photos étalées comme des cartes à jouer, explosa, à la paix? Tu as empoisonné la vie de maman pour de l'argent. Ces preuves? Papa, tu les as gardées comme un trophée. Henri se figea. Puis, dans un geste inattendu, fondit en larmes. J'étais jeune, ambitieux. Peur du scandale? De la perte? J'aimais Élise. À ma façon. Mais oui. J'ai trahi. Le silence qui suivit fut cathartique. Emma, présente pour la première fois à cette table maudite, posa une main sur celle d'Henri. L'amour n'efface pas les fautes, mais le pardon les guérit. Henri hocha la tête, brisé, et murmura, garde tout. Manon. La villa. Les souvenirs. Je ne mérite rien. C'était la reddition. Non pas légale, mais humaine, un père avouant sa faiblesse. Une fille apprenant la compassion. Dans l'après-coup, Manon et Emma se rapprochèrent, leur lien évoluant en une tendresse profonde, romantique. Une nuit, sous les étoiles filantes d'où, sur la terrasse de la villa, Manon murmura, je t'aime, Emma. Pas comme maman, mais à ma façon. Emma, les yeux brillants, répondit d'un baiser doux. Leurs lèvres se trouvant dans la brise salée, un saut sur le passé, un pont vers l'avenir. Pourtant, les ombres persistaient. Manon luttait avec sa propre identité, était-ce de l'amour filial déformé? Ou un désir authentique? Emma, marquée par la perte, craignait de revivre le deuil. Nous sommes des survivantes, disait-elle, pas des prisonnières du passé. Elles consultèrent une thérapeute à Barcelone, une femme sage aux racines queer, qui les guida à travers les méandres de l'héritage émotionnel. L'automne enveloppa Sitges d'un manteau ocre, les feuilles des platanes dansant comme des confettis mélancoliques sur les avenues. Manon et Emma, désormais inséparables, transformèrent l'atelier en un espace vivant, des cours mixtes de danse et de peinture, où les enfants apprenaient non seulement les pas de valse ou les traits de fusain, mais aussi l'histoire d'amours oubliés, contée en douceur lors des pauses thé. L'art est une rébellion? Enseignait Emma, ses yeux verts pétillants, tandis que Manon démontrait une chorégraphie inspirée des lettres d'Élise, des mouvements fluides, évoquant des vagues d'émotions contenues. Henri, dans son exil auto-imposé, entama une correspondance timide, des cartes postales de Madrid, où il avait repris son cabinet, évoquant des souvenirs neutres, un pique-nique à Montserrat, une exposition Dali. Je lis Proust. Maintenant, écrivait-il. Il parle de temps perdu, je cherche à le rattraper. Manon répondait, au début par devoir, puis avec une chaleur naissante. La trahison n'était pas effacée, mais diluée dans le temps, comme un vin trop tannique qui s'adoucit avec les années. Le vrai test vint avec l'exposition commémorative, Élise Moreau, Ombre et Lumière, organisée au musée Cofera de Sitges. Manon et Emma y présentèrent les lettres, les croquis, les photos, un témoignage nuancé d'un amour lesbien dans l'Espagne des transitions démocratiques. La presse, plus bienveillante cette fois, titra, un legs d'amour, la fille révèle le secret de sa mère.
Lors du vernissage, sous les fresques modernistes, Henri apparut, seul. Un bouquet de lys à la main, les fleurs préférées d'Élise. Il serra Manon dans ses bras. Un geste maladroit. Puis s'excusa auprès d'Emma, « Pardonnez-moi. J'étais aveugle. » La foule applaudit. Mais pour Manon, le moment culminant fut privé, debout devant le portrait inachevé d'Élise. Elle glissa un anneau d'argent, un bijou hérité au doigt d'Emma. Pas un mariage. Pas une chaîne. Juste un cercle. Comme nos vies entrelacées. Emma, émue, répondit d'un baiser volé dans un recoin du musée, leurs silhouettes se fondant dans l'ombre des sculptures. Pourtant, l'habit cassé rôdait. Emma, diagnostiquée du nombre au poumon, un écho du cancer d'Élise, refusa d'abord le traitement, craignant de prolonger une vie déjà marquée par les pertes. J'ai eu mon temps, murmura-t-elle une nuit, levée contre Manon sur le lit au drap de lin. Manon, terrifiée, lutta, non. On se bat. Pour Élise. Pour nous. Les mois suivants furent un tourbillon de chimiothérapie à Barcelone. De nuits blanches où Manon lisait à voix haute les lettres d'amour, transformant la douleur en poésie. Henri, apprenant la nouvelle, revint, aidant financièrement, cuisinant des potages provençaux comme sa propre mère le faisait. La famille, fracturée, se recomposa en mosaïque, des dîners silencieux où les mots manquaient. Mais les gestes parlaient, une main sur l'épaule, un thé versé avec soin. Emma guérit. Lentement. Ses cheveux repoussant en bouclettes argentées. Symbole de résilience. L'hiver céda à un printemps radieux. Et avec lui, une révélation personnelle pour Manon. Lors d'un voyage à Paris pour clore ses études de danse, elle rencontra une chorégraphe nommée Lila. Une femme de son âge aux dreadlocks rousses et au rire contagieux. Leur flirt fut léger. Libérateur. Un rappel que l'amour d'Emma était un chapitre. Non l'unique tome. De retour à Sitges, elle confia tout à Emma. Qui sourit. Sereine, l'amour n'est pas possessif. Ma chérie. C'est un feu qu'on allume et qu'on partage. Leur relation évolua en amitié profonde. Une sororité queer où les baisers devinrent des accolades. Les nuits des veillées complices. Le dénouement vint sous forme de legs, Élise avait caché un codicille au testament. Découvert dans un coffre-fort de la Banque de Barcelone. Non pas de l'argent, mais une fondation pour les artistes LGBTQ+ en Espagne, financée par ses œuvres vendues en secret. Pour que d'autres vives s'enchaînent, écrivait-elle. Manon et Emma en devinrent les gardiennes, organisant des résidences artistiques à la villa, où des jeunes femmes peintres, danseuses, poétesses venaient puiser inspiration dans les vagues et les souvenirs. Un soir d'été, sur la plage de Sitges, Manon, Emma et Henri réconciliés, vieillis mais apaisés, regardèrent le soleil se coucher. Un pichet de sangria entre eux. À Élise, porta Henri, la voix émue. À l'amour qui guérit, ajouta Emma. Manon, les yeux sur l'horizon, murmura, à nous, survivants. Pas de happy end hollywoodien, mais une humanité tendre, des cicatrices qui deviennent tatouages, des silences qui se muent en chants. Un héritage non de possession, mais de liberté. La mère applaudit. Éternelle. Et Manon sut que la vie, comme un roman français, se lisait entre les lignes dramatiques, émouvantes, infiniment romantiques.